bonjour à tous. Nous allons commencer cette journée d'études. Merci beaucoup d'être là. Moi, je suis très contente de cette journée, de nous réunir à la fois entre, disons, spécialistes de Deschamps, ou, voilà, entre personnes qui travaillent beaucoup sur ce poète depuis longtemps, et puis d'autres qui nous rejoignent aujourd'hui. Voilà. Je suis contente d'accueillir des membres de l'Université de la Sorbonne et d'autres extérieurs. Cette journée est organisée par l'équipe de recherche EA 4349 et la Société des médiévistes. Et les deux institutions seront représentées par nos présidentes de séance, donc Sylvie Lefebvre et Elisabeth Pinto-Mathieu. Voilà, et il est temps que je cède la parole à Sylvie, qui va donc accueillir les deux premières conférencières. Alors, j'appelle Jacqueline Cerchilini-Toulet et Marie-Hélène Thénière sur des chaises dépareillées, mais dont j'espère qu'elles ne seront pas trop inconfortables, ni l'une ni l'autre. Alors, dans cette petite assemblée, nous nous connaissons tous et on pourrait se passer d'introduction, mais comme ces conférences ont vocation à être diffusées au-delà de la seule Société des médiévistes dans un second temps, ce que j'espère beaucoup, évidemment, je ne vais pas donc ne pas présenter les conférenciers et conférencières. Alors, Jacqueline Cerchilini-Toulet est ici à des titres multiples. D'abord parce que depuis sa grande thèse sur Guillaume de Machaut, Un ange ainsi subtil, parue en 1985, elle n'a cessé de lire et d'interpréter tous les textes du Moyen-Âge, et plus spécifiquement ceux des XIVe et XVe siècles, et plus spécifiquement encore les textes de la lyrique. Pour ce qui concerne le pan éditorial, elle a édité et traduit des textes de Guillaume de Machaut, mais aussi été l'autrice de la grande édition de la Pléiade des œuvres de François Villon, plus récemment encore édité en poésie Gallimard, ce qui était un geste tout à fait important, un texte de Christine de Pisan, Les 100 ballades d'amants et de dames, permettant ainsi leur entrée à un certain nombre de programmes, pour le dire vite, grand public. Et l'autre titre important qui l'autorise à parler ce matin, c'est bien sûr d'avoir lancé la réédition de toute partie des œuvres d'Eustache Deschamps. Et la majorité de ceux qui vont parler aujourd'hui font partie du groupe des éditeurs, éditrices des œuvres de Deschamps. Et puis sur Deschamps, mais je ne vais pas faire le travail de Myrène Lacassagne à sa place, elle a publié des articles importants comme Eustache Deschamps en ses noms ou bien La ligne et le cercle. Mais je lui laisse tout de suite la parole pour une conférence qui s'intitule « Monde en morceaux, corps en lambeaux, Eustache Deschamps, une poétique de la décomposition ». Merci beaucoup Sylvie pour cette présentation. Merci à Clotilde pour l'organisation de la journée et merci à la Société des médiévistes d'avoir eu l'initiative de cette journée et à l'équipe de la Sorbonne qui, je ne sais plus qui la dirige, que dirige monsieur... C'est Jean-René. Monsieur Valette. Alors pourquoi une anthologie au programme de l'agrégation ? Ce choix, contraint sans doute par les textes à disposition dans le commerce, rend compte heureusement d'un trait de l'écriture d'Eustache Deschamps. Ce dernier est l'auteur d'une œuvre immense, mais qu'il n'a pas, à la différence de Guillaume de Machaut, son maître, rassemblé lui-même. Le rôle de Raoul Tinguy, scribe, et maître d'œuvre de l'énorme manuscrit de la Bibliothèque nationale français 840 est essentiel. Je renvoie là aux travaux de Marie-Hélène Thénière que vous aurez le bonheur d'entendre dans un instant. Eustache Deschamps, en effet, n'a pas eu le loisir
n'a pas eu le loisir ou la prudence de contrôler lui-même la copie de ses œuvres. Il les fait circuler librement, sans en garder toujours copie, pour être au livre, si je parle comme Guillaume de Machaut, au livre où il aurait mis toutes ces choses, ce livre où je mets toutes mes choses, c'est la formule de Guillaume de Machaut, et sans veiller à indiquer pour la copie des œuvres, là encore, à la différence de Machaut, l'ordre dans lequel il voudrait qu'elle figure. Je fais allusion à la célèbre formule vessie d'ordonnance que Guillaume de Machaut veut qu'il ait en ses œuvres. Donc, pas ce type de geste chez Eustache Deschamps. Malgré tout, ces pièces sont rassemblées dans le manuscrit 840 selon certains regroupements formels et parfois thématiques, comme les travaux de Marie-Hélène Thénière et de Clotilde Dauphin l'ont montré. Mais il y a eu des pertes que le poète déplore. Dans la ballade 5 de l'anthologie « J'ai mes livres en tant de lieux prêtés », il dit ne plus vouloir prêter d'œuvres à ses amis qui ne les lui rendent pas. Sont exceptés, bien sûr, les grands seigneurs. Deschamps joue sur une triade de gestes possibles, prêter, qu'on trouve au vers 1 et au refrain, donner et vendre, vendre étant nier, qu'on trouve au vers 15. Il évoque à nouveau la question, à la ballade 138, comment les fleurs naissent, dans une réflexion générale sur sa poésie. Si me rendez mes choses principaux, ou me baillez copie du jouel, du joyau. Alors, je laisse cette question de côté pour aujourd'hui. Je la traiterai, si Dieu me prête vie, à la rentrée autour du monde littéraire de Eustache Deschamps, donc dans une comparaison plus poussée avec Guillaume de Machaut. Ce qui m'importe ce matin est que cette œuvre, en éclat, correspond à la vision globale qu'a Deschamps du monde et de l'homme. Donc mon premier point va être ce monde en morceaux. Le monde, la société, l'homme sont en crise aux yeux de Deschamps. La ballade 7 de l'anthologie le dit exemplairement. Elle est fondée sur l'anaphore en alternance des mots temps et âge, temps de douleur et de tentation, âge de pleurs, d'envie et de tourment, avec la rime interne à la césure du décasyllabe qui unit toute la musique, toute la ballade dans une musique lancinante. C'est une ballade magnifique, enfin tout Deschamps est magnifique, mais celle-ci est une ballade particulièrement magnifique. Le monde est près de sa fin, âge meneur, près du définement, temps en erreur, près de finition. La conséquence sur l'homme s'énonce au refrain, âge en tristour, qui abrège la vie. Eustache Deschamps, ce livre, a une analyse des signes annonciateurs de cette fin du monde d'abord, et sa réflexion s'inscrit dans une pensée des âges du monde que le poète expose par exemple dans sa ballade 979 au tome 5. Alors je vais me permettre de jongler dans ma présentation entre des références majoritaires aux textes qui sont dans l'anthologie de Clotilde et pour alimenter, montrer que ça n'est pas hors sol, des références aux œuvres complètes. Alors à chaque fois pour les œuvres complètes, j'indiquerai tome X est le numéro de la ballade. C'est un petit peu lourd, je vous prie de m'en excuser, mais je crois que c'est la meilleure façon de procéder. Donc si je renvoie à la ballade qui se trouve dans le tome 5, c'est la ballade 979, depuis l'âge qui commença premier au père Adam, Noé secondement, et puis donc déroule les âges du monde, ou même démonstration, même présentation, dans la chanson au tome 3, la chanson royale 365. Ce découpage en 6 âges du monde, par période de 1000 ans environ, vient de Saint-Augustin et est conçu en parallèle aux 6 jours de la création, d'Adam à Noé, de Noé à Abraham, d'Abraham à David, de David à la captivité de Babylone, de la captivité de Babylone à Jésus.
Des variantes peuvent s'introduire dans ce découpage, mais le fait certain pour Deschamps est que le monde arrive à son dernier âge, le 7e. Le monde est vieille qui à sa fin s'avance. Ballade 365 du tome 3. Le monde est vieille, ne veut qu'or et argent. Pièce 366 de ce même tome 3. Et dans l'anthologie, la fin de ce monde approchons. C'est la ballade 199. Le poète examine donc les signes de cette fin prochaine. Il les voit dans les guerres, guerres entre les princes, entre la France et l'Angleterre en particulier, guerre à la tête de l'Église, le schisme, guerre entre les États sociaux. Autre signe, les phénomènes atmosphériques, déréglés, les maladies, la famine. C'est le refrain de la pièce 20 de l'anthologie. 4 éléments sont en conclusion de ce monde, mettre à fin douloureuse pour nos péchés, mortalité, tempête, guerre et famine. La même analyse se retrouve à la pièce 154, construite sur le refrain, c'est tout néant des choses de ce monde. Il s'agit de l'envoi. Prince, j'ai vu les temps désordonnés, sans droit, sans loi, pays abandonné, tout mot courir, iniquité par fonte. Décomposition du monde, décomposition de la société. L'Église se divise, est régné 2 pasteurs, dit la ballade 139 de l'anthologie. Les statuts sociaux, les liens familiaux se délitent. Le père au fils combat et dénature. C'est au tome 3, la pièce 386. Le père se mêle aux enfants, nul ne fait mais ce qu'il doit. Les frères, son frère oxyrait, la mère, sa fille aujourd'hui. Les sœurs, son seigneur trahirait. C'est au tome 2, la ballade 245. Deschamps consacre des ballades aux révoltes de tous ordres, à ce qu'il appelle rébellion et mouvement, et en particulier à la révolte des Maillotins, l'an 1301 avec 80, le premier jour du douteux mois de mars, sur le refrain, c'est pour ça que je cite la ballade, que peut-être tout le monde connaît, « Fuyez, fuyez pour les maillets de plomb », c'est au tome 3, la chanson royale 379. Cette décomposition est le fait d'un effondrement moral qui se marque par une perte des valeurs. Le poète le fait dire de manière allégorique par la tour de Fime, dont il est le châtelain, « Chacun ne quiert, fort profit, sans honneur ». C'est la ballade 47 et son refrain dans l'anthologie. Il détaille son analyse sur différents points: corruption de la justice, prévarication dans l'Église, sodomie, c'est la ballade 122, mode désordonné. Ainsi, dans la ballade 139, « Puisque je vois tous les mœurs bestournées et que chacun veut tout faire à rebours, vertu fuir et au vice tourner ». Et il y consacre à la 3e strophe un développement sur la mode, voit aujourd'hui chacun des ordonnés prendre et avoir trop curieux à tour, à pauvres gens, main eux vêtures si courts que leurs culs font comme singes paroirs, et les femmes font leur sein à paroir, sauvagement ont leur tête à tourner. Cette désagrégation générale est résumée dans la ballade 199 avec la rubrique explicite « Ballade de la grande mutation des temps et abréviation de toute nature et approchement de fin du monde ». Et à la place significative, elle conclut, Clotilde le signale dans l'anthologie, elle conclut la section des ballades. Son refrain, toute chose se dénature. Alors, mon deuxième développement va porter sur ces corps ou ce corps en lambeaux à partir du refrain de la ballade 43, « Pardonnez-moi, car je m'en vais en blob ».
fais une toute petite parenthèse, je me permets une toute petite parenthèse. Ce mot blom est très très intéressant. Il est très fréquent il est très fréquent chez Deschamps, peu abondant ailleurs si on en croit le DMF. Et bien sûr la sonorité, enfin il y aurait tout un développement à faire sur la sonorité en ob comme sonorité comique, comme sonorité de la dérision, surtout quand elle rime avec la sonorité en hic. Hoc, hic, vous êtes sûr que vous avez une ballade qui vise la dérision. Alors, de cette décomposition générale, l'homme témoigne dans son corps, un corps qui vieillit. De même que le poète avait eu recours à la théorie des âges du monde pour penser la situation globale d'approche de la fin des temps, il a recours à la pensée des âges de la vie pour penser le vieillissement de l'homme. La ballade 50 de l'anthologie se construit sur cette pensée. Sa rubrique est « Ballade, comment l'âge vieil connaît sa folle jeunesse et outrecuidance ». Le découpage de la vie en période au Moyen-Âge est variable selon le modèle analogique auquel les auteurs ont recours. Les âges peuvent être au nombre de 3, 4, 6, 7 ou 12. Le modèle auquel Deschamps a le plus souvent recours est celui des 4 saisons, printemps, été, automne, hiver, et des 4 humeurs, les périodes étant de 16 ans. Ainsi, dans la ballade 128 du tome 1 des œuvres complètes, se succèdent enfance, qui ne dure ici que 6 ans, jeunesse, 16 ans, automne, qui correspond à l'âge mûr, des productifs, 16 ans, et l'hiver, 16 ans, à savoir la vieillesse. Été nourri et croît selon raison vignes et blés, et tout bien de nature, leur croît aussi, et sans force ni homme, autre 16 ans, la jeunesse en sa cure, les biens requeux automne, s'y figure par lit 16 ans, autant hiver ma presse, pour ce triste te dit adieu, jeunesse. Dans la pièce 50 de l'anthologie, le poète procède par grandes coupes. Il ne va pas rentrer dans ce détail. 20 ans, c'est le vers 2, quand je me vis à l'âge de 20 ans, à 40 ans, vers 3. Mais il maintient, malgré tout, une allusion à la partition par tranche de 16 ans au vers 18, et par 16 ans me plongea en celle onde. En fait, ce qui compte pour le moraliste, c'est l'opposition jeunesse-vieillesse qui permet le tableau physique et moral contrasté. Car la vieillesse a non seulement des conséquences visibles sur le corps, mais elle altère aussi les qualités morales. Elle déclasse, de plus, dans tous les domaines, le vieillard devenu inutile. Deschamps étudie avec précision tous ces délabrements à la ballade 169, « Je deviens courbé et bossu », où chaque strophe se conclut, pour ses traits aussi bien moraux que physiques, par le refrain « Ce sont les signes de la mort ». Ils sont présents dans le portrait de laideur ironique que le poète trace de lui-même, reprenant même les formules « je suis courbé et bossu », grêle dessous et épais par-dessus, c'est la ballade 116 de l'anthologie, qui se conclut sur le refrain « Sur tous autres doit être roi des laits ». Royauté dérisoire, carnavalesque. L'examen de la décrépitude humaine est un thème important à l'époque. On voit par exemple Jacques Legrand, dans son livre de bonnes mœurs, donner la même analyse que Eustache Deschamps, parlant des messagers de la mort, là où Deschamps parle des signes de la mort. Alors, si je cite Legrand dans l'édition d'Evancio Beltrán, il n'est pas doute que le plus communément, ils sentent en eux faiblesse d'appétit, fragilité de fourcelle, déchiet de dents, mutation de cheveux, faiblesse de corps et choses semblables qui sont messages de la mort. Cette analyse a des précédents dans la littérature latine,
duc de Saint-Victor et de ses réflexions sur la vieillesse dans son traité Le livre du cloître et de l'âme, à Lothaire de Segni et à son livre De Miseria Conditionis Humanae, qu'Eustache Deschamps traduit et adapte sous le titre Double lait de fragilité humaine. Alors je sais que le double lait n'est pas à votre programme, mais malgré tout, il ne faut pas négliger de le lire. C'est un texte fondamental dans la pensée, pour la pensée de Deschamps et dans la pensée en général. En ce qui concerne la morale, la vieillesse développe en l'homme la convoitise, l'avarice, l'irritabilité, l'impatience. Ces traits caractérisent aussi le monde en déclin. Les signes sont qui a droit les Leuste, orgueil trop grand dont Rome s'éleva, et convoitier trop plus dur que ne deuste, le monde vieil, convoiteux finera. C'est au tome 1 des œuvres complètes, la ballade 52. L'homme vieux, enfin, inutile et moqué. Car qui est vieux, chacun lui fait la nique. Voilà cette rime qu'il va falloir étudier avec Hobbes. Chacun lui fait la nique, il est chassé comme un vieux chien. On est amé tant qu'on fait fruit, c'est le refrain de la ballade 13 de l'anthologie, ou on est réformé comme un vieux cheval qu'on envoie mourir à la Saussay, cette abbaye près de Villejuif, où l'on envoyait les chevaux réformés de la cour. C'est au tome 5, la ballade 901. Quittant même le monde des animés, chien et cheval, il est comparé à une vieille selle au cuir usé et qu'il faut toujours réparer. Sitôt que vieillesse nous prend, toujours avant un fer lochant, tout dit faut ouvrer en vieille selle. La comparaison, si je me permets là encore une petite digression, la comparaison avec la vieille selle est tout à fait intéressante parce que la selle c'est du cuir et que l'homme, sa peau c'est du cuir et que le cuir c'est aussi du parchemin. Et donc il y a tout un réseau extrêmement subtil chez Deschamps où la vieillesse peut se marquer par la vieillesse de la peau, la ride, la vieille selle qui se plisse, qui se détraque, ou la vieillesse de la peau de l'homme et peut être compensée éventuellement par l'action du parchemin qui préserve. Le poète vit cette décrépitude dans son propre corps, son corps qui casse. C'est la ballade 25 de l'anthologie vers 17. Il en voit la cause dans son service à la cour. Mon corps se perd, use, gâte et détruit à court suire. C'est au tome 2, la ballade 256. Il en tire une leçon morale. Il faut éviter, par goût du gain, d'aliéner sa liberté. Or, vous veuillez du cerf lien tenir, où plusieurs, par convoitise, ont perdu corps, esprit et franchise, c'est de servir autrui dont je me lasse, vieillesse vient, guerdon faute, temps se passe. Des casyllabes magnifiques, à la rime ternaire, on a des éblouissements comme ça à lire la poésie d'Eustache Deschamps. Le poète éprouve son corps comme parcellisé en morceaux, certaines pièces étant plus particulièrement privilégiées. Le pénis donc. À la ballade 151, le poète regrette la puissance sexuelle de sa jeunesse, si j'eusse mon vie d'Orléans, et cette jeunesse et ce vie compenseraient tous les maux du présent, des guerres, des mortalités, du mal de non-argent avoir, d'être en plusieurs lieux endetté et qu'on a de payer pouvoir, du tempête, de gens émouvoir, d'être sans cause prisonnier, à ce ne comptasse un denier, si j'eusse mon vie d'Orléans. Deschamps transpose le dispositif. Permettez. J'avais apporté mon verre, ça doit être celui-là, non? Je veux bien un petit peu d'eau, excusez-moi.
Deschamps transpose le diptyque classique du portrait de beauté, son portrait s'opposant au portrait de laideur, en le focalisant sur cette partie du corps. Donc c'est assez intéressant et amusant. Orphée à savoir, donc il parle du vie, qu'il est muet de rouge en noir, pâle et déteint, sans lui dressier, nul ne sermait que de picier. Autre morceau du corps isolé, le cul. Le poète se plaint de sa saleté et des bruits disgracieux qu'il produit. La sotte chanson 163 fait ainsi le portrait d'une vieille merveilleuse, à savoir étonnante, mais au surplus avait un poitronnier, c'est-à-dire un derrière, noir et hideux, qui onque ne s'excuse de paix, vesse, ordure et bran baillé. Ailleurs, dans l'œuvre, la dénonciation de cette partie du corps peut viser un homme, donc ce n'est pas spécifiquement antiféministe. Ainsi, de Renaud d'Angène, un des membres de l'ordre de la Babou, l'ordre de la grimace, de tous les culs laids et mots gracieux, brodés de blanc et noir comme arrement, comme de l'encre, Élicu, Renaud d'Angène, je crois qu'il n'est plus hors cul au monde. C'est au tome 4, la ballade 810. La mise en lumière de certaines parties du corps cachées d'ordinaire participe de la veine comique de la poésie de Deschamps. L'évocation de sa calvitie par le poète va en partie dans le même sens, car elle est l'occasion d'une quémande de coiffe, comme dans la ballade 124, mais les pièces sont très très nombreuses sur ces demandes de chapeau, cette demande de rester couvert à cause du froid sur sa tête chauve. Mais cette calvitie est aussi un trait identifiant et qualifiant. Deschamps est pelé devant comme Saint Paul. Et ça, c'est au tome 4, la ballade 792. Tout comme le corps qui se donne à voir dans une vision éclatée, tête, vie, cul, la société qui prend le corps pour modèle peut être montrée dans l'affrontement de ses parties, les membres en lutte avec la terre. C'est la présentation que fait la ballade 62 en prenant la forme du songe politique, un corps avec un long cou, ce long cou ce sont les grands seigneurs, apparaît au poète en songe et dit « Rien ne me faut, mais que j'ai bon chef ». Ailleurs, le poète reprend la fable ésopique des membres et de l'estomac, c'est au tome 2, la ballade 252. Cette vision du monde et de la société, cette vision de la personne dans tous ses états, état d'âme, la mélancolie par exemple, je n'y suis pas revenu, et état de corps, la vieillesse, se reflète-t-elle dans des traits stylistiques de l'écriture du poète? Il me semble que oui, même si certains de ces traits se retrouvent chez d'autres avec une moindre fréquence. Il s'agit tout d'abord de la paradoxe, de l'énumération, de l'inventaire, qui s'épanouit dans les ballades en imprécation ou dans les pièces où le poète énumère des objets, des qualités, des manières de rire, manières de parler, etc. À la ballade 117, il s'agit de mets ou de sauces, à rôt, à mouton, à sanglier, à lièvre, à conin, à outarde, à poisson d'eau douce et mère, toujours sans demander moutarde. C'est ce principe qui organise les nombreuses pièces de l'ordre des régimes, des diètes, série de conseils pour rester en bonne santé. Le principe organise aussi la prose. La description de l'art d'arithmétique dans l'art de Dittier est un modèle de l'énumération à la Deschamps dans sa diversité, ses sauts et ses surprises. Il s'agit ensuite du goût pour le dialogue, qui scinde la pièce ou le vers en une série de questions et de réponses. Laetitia Tabar nous en parlera cet après-midi. D'une insistance, enfin, sur tout ce qui brise et qui rompt,
J'ai tenté de le montrer au cours de cette présentation. Faction et fraction. Et toutes les réflexions de Deschamps sur l'arithmétique sont tout à fait instructives si on les étudie dans le détail. Il y a une réflexion sur cette question des nombres qui vaut la peine d'y regarder de près. Dans la Ballade 154, par exemple, Deschamps décrit pour montrer le déclin après la mort d'Alexandre ou de Charlemagne, donc je reviens aux images du brie, mais puis leur mort, tout fut cas comme un verre et divisé. Après leur mort, tout fut cassé comme un verre et divisé. Le vocabulaire du bestournement, de la mutation, du triboule, de la tribulation est essentiel chez le poète, avec un préfixe capital, désordre, déconfiture, division, dénaturé. Les tensions contradictoires sont installées au cœur de la poésie d'Eustache Deschamps et c'est en ce sens, me semble-t-il, que l'on peut parler d'une poétique de la décomposition. Morcelée, contrastée, vive, protéiforme, la poésie d'Eustache Deschamps offre des chemins aux sens divers que notre journée va s'employer à parcourir.